Bismillahirrahmanirrahim. Alors, aujourd'hui, je vous propose un exercice sur le dual topologique. Allez, qu'est-ce qu'on a? On note d'abord C0, c'est l'espace des suites à valeur densée qui convergent vers 0. Voilà la définition de C0. Et puis, on note petit L1. C'est quoi petit L1? C'est l'espace, la même chose, l'espace des suites à valeur densée, donc des suites complexes qui sont absolument sommables, ou bien qui sont absolument convergentes. Voilà la définition de l'espace L1. Allez, l'objectif c'est quoi? C'est de démontrer que le dual topologique de C0, noté C0', est isométriquement isomorphe à L1. Voilà l'objectif. Allez. L'énoncé de l'exercice. Qu'est-ce qu'on a? Soit à l'infini l'espace des suites bornées à valeur densée, muni de la norme définie de la manière suivante. Donc, quel que soit x1 une suite bornée notée x, alors la norme de x, la norme infinie de x est égale au sub des modules de xn. Très bien. Alors ça, c'est la norme infinie. On note C0, c'est quoi C0? C'est le sous-espace vectoriel de L infini constitué des suites qui convergent vers 0. Voilà la définition de C0. Et puis, qu'est-ce qu'on a? La norme sur C0, c'est la norme induite. Donc, c'est la norme infinie. C'est égal au sub des modules de Xn. Allez, d'abord, qu'est-ce qu'on sait? On sait d'abord que L infini est un espace de Banach. Et C0, c'est un sous-espace vectoriel fermé. Donc, C0 est complet. Par conséquent, l'espace C0 est aussi un espace de Banach. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Soit L1, l'espace des suites densées qui sont absolument convergentes. Voilà la définition de L1. Donc, la norme de X dans l'espace L1, donc c'est sigma est égal au sigma de 1 allant de 1 jusqu'à l'infini des modules de X1. Voilà la définition de la norme. Très bien. Allez. On commence d'abord par une définition. Quand est-ce qu'on dit que deux espaces de Banach sont isomorphes? Allez, définition. Deux espaces de Banach sont dits isomorphes s'il existe un isomorphisme phi entre E et F. Ça veut dire quoi un isomorphisme? C'est une application. Phi de E vers F. D'abord, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose d'abord que phi est bijectif. C'est une bijection entre E et F. Et puis, on suppose que phi ainsi que phi moins 1 préservent les structures. Ça veut dire quoi préserve les structures? Que phi linéaire continu et phi moins 1 est aussi linéaire continu. Voilà les trois conditions. Allez, d'abord, qu'est-ce qu'on sait? Si phi est une application linéaire, alors on sait que phi moins 1 est automatiquement linéaire. Donc, on a toujours phi moins 1 linéaire. Alors ça, c'est évident. Allez, concernant la continuité, c'est moins évident. Donc, qu'est-ce qu'on sait? D'après le théorème des isomorphismes de Banach, si on a phi une bijection entre deux espaces de Banach, linéaire continu. Alors, d'après le théorème classique, phi moins 1 est automatiquement continu. Très bien. Donc, on peut éliminer la troisième condition. Donc, ça veut dire quoi? Un isomorphisme entre deux espaces de Banach si phi vérifie seulement les deux conditions. Phi doit être bijectif et phi doit être linéaire continu. Voilà la définition d'un isomorphisme. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On dit que E et F sont isométriquement isomorphes. S'il existe un isomorphisme phi qui préserve les normes, ça veut dire quoi? La norme de phi de x dans F est égale à la norme de x dans E, quel que soit x appartient à E. Très bien. Alors ça, c'est la définition de deux espaces sont isométriquement isomorphes. Allez, une petite remarque. Qu'est-ce qu'on a? Si on a fait une application linéaire qui préserve les normes, alors, conclusion, phi est automatiquement injectif. Pourquoi?
Alors ça, c'est évident. Hein? Donc ça veut dire quoi, phi injectif? Si seulement si le noyau de phi réduit à 0. Donc c'est quoi le noyau de phi? C'est l'ensemble des vecteurs x appartient à E qui sont nuls par l'application phi. Nul, ça veut dire qu'il est égal à l'élément neutre dans F. Allez, on va essayer de justifier cette équivalence. Qu'est-ce qu'on a? Soit x appartient au noyau, donc phi de x est égal à 0. Donc si phi de x est égal à 0, alors la norme de phi de x est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on a? Phi préserve les normes. Donc phi de x la norme de phi de x est égale à la norme de x. Et donc qu'est-ce qu'on a? Ceci est équivalent de dire que la norme de x est égale à 0. Bon, ce qui est équivalent que x est égal à 0. Par conséquent, donc le noyau réduit à 0. Donc phi est injectif. Très bien. Donc si on a une application linéaire qui préserve les normes, alors cette application est automatiquement injective. Et puis, allez, on va récapituler. Donc, on a E et F, deux espaces de Banach. Quand est-ce qu'on dit que E et F sont isométriquement isomorphes? D'abord, on doit construire d'une manière canonique une application phi. Phi définie de E vers grand F. D'abord, il faut justifier que phi est bien défini. Très bien. La deuxième condition, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que phi est linéaire continu. Et puis la troisième condition, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Que phi préserve les normes, donc est une isométrie. Si on a une application linéaire qui préserve les normes, alors elle est automatiquement injective. Bon, donc pour démontrer que phi est bijectif, il suffit de démontrer que phi est surjectif, et la quatrième et le dernier point. Donc c'est un peu délicat en général de montrer que phi est surjectif. Très bien. Voilà les étapes pour montrer que deux espaces de Banach sont isométriquement isomorphes. Très bien. Donc on doit suivre ces 4 étapes. Allez, la solution. D'abord, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, on considère l'application phi. Donc, je répète, l'objectif c'est quoi? C'est de démontrer que L1, C0', le dual de C0, est isométriquement isomorphe à L1. Donc, on va construire un isomorphisme. Donc, soit l'application phi, définie de L1 vers C0', qui va associer chaque suite, notée X, d'éléments de L1, son image phi de X. On va la noter phi indice X. Très bien. Donc, phi de X appartient à C0'. Donc, ça veut dire quoi? Phi de X est une forme linéaire sur C0. On va définir phi indice X appliqué à U de la façon suivante. U est une suite appartient à C0. Donc, est égal à combien? Sigma de I est égal à 1 à l'infini de xi, voilà, de xi, fois U de I. U de I, c'est le composant de la suite, les termes de la suite U de composante, ou bien de termes U de I appartient à C0. Voilà la définition de l'application phi. Allez, premièrement, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Donc, il faut vérifier que l'application phi est bien définie. Ça veut dire quoi, l'application phi est bien définie? D'abord, on commence par cette quantité-là. Donc, cette quantité-là doit être finie. Pour cela, on calcule son module. Donc, doit être fini quel que soit x appartient à L1 et quel que soit u appartient à C0. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, quel que soit x appartient à L1, quel que soit u appartient à C0. Donc, l'objectif, c'est de démontrer quoi? Que l'application phi indice x appliquée à u est toujours finie, est égal bien à un nombre complexe. On calcule d'abord son module. Le module de phi appliqué à u. Donc, par définition, voilà. Phi appliqué à u est égal à sigma de i est égal à 1 à l'infini
xi fois u de i. Allez, on a appliqué le module. Qu'est-ce qu'on sait? La somme des modules, c'est inférieur ou égal. Le module de la somme est toujours inférieur ou égal à la somme des modules. Et puis, qu'est-ce qu'on sait? La suite U appartient à C0. Donc, on a toujours U de I est toujours inférieur ou égal au sup des modules de U de I. Pour I appartient à 1 étoile. Très bien. Et donc, on a cette majoration. Donc, cette série est toujours inférieure à au sup des modules de U de I fois la série. Donc, la série de quoi? Sigma de I est égal à 1 à l'infini de quoi? Des modules de xi. Mais qu'est-ce qu'on a en fait? Ça est égal à combien par définition? Ça est égal à la norme de U dans l'espace C0, ou bien la norme infinie. Et ça est égal à la norme de X de la suite dans L1. Très bien. Allez, on vient de démontrer quoi? Que le module de phi appliqué à U est toujours inférieur ou égal au module de X dans L1 et fois le module de U dans L infini. Alors, ceci est une quantité finie. Très bien. Allez, le deuxième point, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que phi de x appartient bien à C0'. Ça veut dire quoi ça? Donc, phi de x appartient à C0', ça veut dire quoi? Phi indice x doit être linéaire et continu. Allez, on commence par la linéarité. Qu'est-ce qu'on a? Soit x appartient à L1. Allez, on va prendre deux éléments quelconques de C0. Ça veut dire deux suites. Donc, quel que soit UV appartient à C0. Et puis, on va prendre deux scalaires quelconques. Quel que soit alpha, bêta appartient à C. On calcule d'abord phi appliqué à alpha U plus bêta V. Allez, par définition de l'application phi. Regardez la définition. Donc, on va multiplier les termes de la suite xi par ui. Donc, et puis, on va les sommer. Qu'est-ce qu'on a? Ceci est égal à combien? Sigma de i allant de 1 jusqu'à l'infini de xi. Voilà, de xi fois alpha u de i plus bêta v de i. Allez, on va distribuer xi. Ça va être sigma de quoi? De alpha xi u de i plus bêta xi. Attention ici, c'est v. V de i. Alors ça, c'est une série qui est absolument convergente, donc je peux distribuer la somme. On aura la somme, la première somme, et puis la deuxième somme. Je peux faire sortir les constantes. Alpha, bêta, ce sont deux constantes. Et puis, ceci, cette somme, qu'est-ce qu'elle représente? Par définition, représente c'est phi appliqué à U. Et puis, cette somme, qu'est-ce qu'elle représente? C'est phi appliqué à V. Et donc, conclusion. On vient de démontrer que phi de alpha U plus bêta V est égal à alpha phi de U plus bêta phi de V. Et donc, quel que soit x appartient à L1, phi indice x est linéaire. Très bien. Maintenant, on a justifié la linéarité. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? La continuité. Allez, on va rien démontrer en fait. Qu'est-ce qu'on a? D'après l'inégalité 1. Voilà l'inégalité 1. Qu'est-ce qu'on a? Pour tout x appartient à L1, qu'est-ce qu'on a? Le module de phi indice x appliqué à U est toujours inférieur à la norme de x dans L1 fois la norme U, la norme infinie de U. Et ça, c'est exactement la définition de la continuité. Alors, ceci, la norme de x dans L1, c'est une constante par rapport à U. Et donc, ça, cette inégalité prouve, justifie la continuité de la forme linéaire phi. Par conséquent, phi est linéaire continu, donc phi indice x appartient à C0'. Allez, d'autre part, qu'est-ce qu'on a? La norme d'une forme linéaire est égale à combien?
est égal au sub sur la boule unité dans l'espace, la boule unité fermée dans l'espace C0 de quoi? De module de phi de x appliqué à u, ou bien ceci est égal à combien? À l'inf des constantes strictement positives qui vérifient l'inégalité de continuité, d'une manière uniforme, bien évidemment. Allez, à partir de cette inégalité, donc, on peut déduire que la norme de phi de x dans C0' est inférieure ou égale à cette constante, qui est égale à la norme de x dans L1. Alors, on a la première inégalité. Donc, quel que soit x appartient à L1, la norme de phi de x dans C0' est inférieure ou égale à la norme de x dans L1. Très bien. Donc, pour démontrer que l'application phi est une isométrie, on a besoin de l'inégalité au sens inverse. Pour cela, je répète, qu'est-ce qu'on a? Donc, la norme d'une forme linéaire, c'est toujours le sub sur la boule unité fermée de l'espace C0. De quoi? De module de phi de x appliqué à u. Et ceci est toujours supérieur ou égal à quoi? Au module de phi de x appliqué à u, quel que soit u appartient à la boule unité fermée. Très bien. Allez, on dispose d'une inégalité gratuite sur la boule unité dans l'espace C0. Ça veut dire quoi? Donc, quel que soit u appartient à C0 de norme inférieure ou égale à 1, on a toujours la norme de phi de x est inférieure ou égale au module de phi de x appliqué à u. Très bien. Donc, question de choix. Allez, on va prendre un élément u appartient à C0, donc qui est une suite telle que la norme inférieure ou égale à 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tronquer la suite à l'ordre 1. Ça veut dire quoi? Donc, u de 1 ou bien u indice 1, c'est un élément qui appartient à C0, tel que, donc on va prendre u de 1 jusqu'à u de 1, et puis les termes d'ordre supérieur strictement à 1, on va les annuler. Très bien. Alors, on a toujours la norme de i de n reste toujours inférieure ou égale à 1, parce que la norme infinie, c'est le sup. Allez. On va remplacer u de 1 dans l'inégalité. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, quel que soit n appartient à grand N étoile, donc on a toujours cette inégalité, la norme de phi de x dans C0' est toujours supérieure ou égale à quoi? Supérieur ou égal au module de quoi? De phi de x appliqué à u de n. Voilà. Et donc, on va remplacer phi de x appliqué à u de n. C'est quoi? Par définition de l'application phi. Donc, la norme de phi de x dans C0' est supérieure ou égale à quoi? Au module. La somme pour i allant de 1, c'est pas la peine d'aller à l'infini parce que les termes de la suite sont nuls à partir d'un certain rang, Donc, c'est la somme, c'est sigma de i allant de 1 jusqu'à n, de quoi? Par définition d'application phi, de xi fois u de i. Voilà. Et ceci, quel que soit n, appartient à grand N. Quel que soit n, un entier naturel. Allez, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer d'abord? Donc, on va écrire l'objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? Que la norme de phi de x dans C0' est supérieure ou égale à combien? À la norme de x dans L1. Ça veut dire quoi? On cherche à démontrer que la norme de phi est supérieure ou égale à sigma pour i allant de 1 jusqu'à 1 des modules de xi, et ceci, quel que soit n, appartient à grand N. Voilà l'objectif. Point d'interrogation. Allez, comment démontrer cette inégalité? Qu'est-ce qu'on a? On a toujours ça. Donc, c'est une question de choix. Comment faut-il choisir les termes de la suite u de i de telle sorte on aura le module de xi. Ça veut dire quoi? Donc, on cherche à choisir les termes de la suite. Ça veut dire quoi? Xi fois u de i est égal au module de xi. Alors, ceci implique quoi? Donc, les termes de la suite u de i, je vais choisir de cette façon-là. Donc, c'est le module de xi sur xi. Très bien.
Attention, bien évidemment. Alors, ceci, c'est xi est différent de 0. Dans le cas où xi est égal à 0, on va choisir carrément u de i est égal à 0. Voilà. C'est une question de choix. Alors, on va remplacer. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Le vecteur u de n est égal à combien? Donc, c'est quoi u de 1, si vous voulez? Donc, c'est la norme de x1 sur x1. U2, c'est quoi U2? C'est le module, plutôt, c'est le module de x2 sur x2, etc. jusqu'à l'ordre n. Donc, ça, c'est le module de xn sur xn. Et puis, ça, c'est 0, 0, 0. D'abord, remarquons d'abord que u de n appartient bel et bien à C0, parce que les termes de la suite convergent vers 0. C'est une suite presque nulle. Et puis, qu'est-ce qu'on a? La norme de u de n dans C0, la norme infinie, est égale à combien? Est égale au sub de quoi? De module de xi sur xi pour i allant de 1 jusqu'à n. Et ceci toujours inférieur ou égal à 1. Quel que soit n appartient à grand N. Très bien. Allez, on va remplacer u de n, ou bien les termes de la suite u de n dans cette inégalité. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est par abus de l'écriture. Hein. Si xi est égal à 0, on va remplacer directement ici, est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on aura quoi? La norme de phi de x est supérieure ou égale à combien? Au module de quoi? De xi fois u de i. Mais c'est quoi u de i? Donc, u de i, c'est quoi? C'est le module de xi sur xi. Pour i allant de 1 jusqu'à n. Et ceci, quel que soit n, appartient à grand N. Alors, je peux... Encore une fois, alors ça, c'est un abus d'écriture. Donc, si, je répète, si xi est égal à 0, donc on va la remplacer par 0 dans la somme. Alors, je vais simplifier. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que phi indice x est supérieur ou égal à combien? Donc, je peux ne pas mettre le module parce que c'est positif. Donc, la somme de quoi? La somme de module de xi pour i allant de 1 jusqu'à n, et ceci, quel que soit n, appartient à grand N, en particulier pour n tend à l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on a? La norme de phi de x est supérieure ou égale au module de xi pour i allant de 1 jusqu'à l'infini. Et ceci est égal à la norme de x dans L1. Et donc, on a la norme de phi de x est supérieur ou égal à la norme de x dans L1. Très bien. Alors ça, si vous voulez, ça c'est l'inégalité 4. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'inégalité 2. Alors ça, on va la noter l'inégalité 3. Alors, d'après 2, l'inégalité 2 et l'inégalité 3, qu'est-ce qu'on a? On a la norme de phi de x est égale à la norme de x dans L1, et ceci dans C0', et quel que soit x appartient à L1. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste? Le dernier point, la surjectivité de l'application phi. Allez, d'abord, donc, concernant l'espace C0, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va approximer n'importe quel élément qui appartient à C0 par une suite presque nulle. Ça veut dire quoi, ça? Donc, quel que soit U appartient à C0. Ça veut dire une suite qui converge vers 0. Deux termes, U1, U2, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tronquer la suite à l'ordre n. Donc, soit n appartient à grand N. Donc, U de n c'est une suite de suites. Donc, est égal à combien?
U de 1, U de jusqu'à UN, et puis les autres termes sont tous nuls. Allez, nous allons démontrer que la limite de U1 quand 1 tend vers l'infini est égale à U. La limite au sens de la norme de l'espace, dans l'espace est 0, bien sûr. Allez, d'abord calculons la différence U moins U de 1. Donc U moins U de 1, ça sera des 0 jusqu'à l'ordre n, et puis à l'ordre n plus 1, on a UN plus 1, UN plus 2, etc. Voilà la différence. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier un petit peu l'écriture des éléments U de n. U indice n. On va décomposer ce vecteur en un vecteur. Donc, UN est égal à combien? Est égal à la première suite, plus la deuxième suite, etc. Et puis, on va faire sortir U1 en facteur, U2 en facteur, etc. UN en facteur. Alors, on a UN est égal à combien? La première suite, on va la noter E de 1. Donc, le premier terme, c'est 1 et les autres termes sont tous nuls. U2, c'est quoi E2? Donc, la deuxième suite, on a noté E2. C'est quoi E2? C'est le deuxième terme est égal à 1 et les autres termes sont nuls. Etc. jusqu'à E de n. Donc, c'est quoi la suite E de n? Donc, le terme d'ordre n, le nème terme est égal à 1 et les autres termes sont nuls. Très bien. Et donc, la suite U de n, U indice n, on peut l'écrire comme étant sigma pour i allant de 1 jusqu'à 1 de U de i fois E de i. Très bien. Donc, c'est quoi E de i? C'est une base de Schauder pour l'espace C0, si vous voulez. Donc, est égal à petit delta de KI. Et donc, c'est quoi delta de KI? C'est le symbole de Kronecker. Donc, est égal à 1 si K est égal à I, est égal à 0 si K est différent de I. Voilà la suite, ou bien E de I. Très bien. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer? Il nous reste à démontrer que U de 1, cette suite-là, converge vers U. Ça veut dire quoi? Donc, quel que soit U de terme UI, U de I appartient à C0. L'objectif, c'est de démontrer que UN converge vers U quand 1 tend vers l'infini au sens de la norme dans l'espace C0. Ça veut dire la norme infinie. Pour cela, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit un entier. Donc, on va calculer d'abord la norme de U moins U de n. Donc, c'est quoi ça? C'est le sub des modules. Mais c'est quoi U moins U de n? Donc, on a U moins U de 1, c'est la suite, les premiers termes jusqu'à l'ordre 1 sont nuls. Donc, et puis on a UN plus 1, etc. Et donc, ça sera le sub de quoi? De module de U de K plus 1, tel que K supérieur ou égal à 1. Et cette quantité-là tend vers 0 quand 1 tend vers l'infini. Pourquoi? On a la suite U de I appartient à C0, donc elle converge vers 0. Et donc, qu'est-ce qu'on a? La suite des modules converge vers 0. Et donc, les modules, on a le module de U de K plus 1, quand K tend vers l'infini, assez grand, cette quantité tend vers 0. Et par conséquent, le sub tend vers 0. Très bien. Allez, on vient de démontrer la chose suivante. Que quel que soit U appartient à C0, il existe une suite U de n, telle que sa limite converge vers U. Donc, on a approximé les éléments de U par n'importe quel élément U par une suite presque nulle, qui dépend de U, bien sûr. Voilà. Allez, maintenant, revenons à la question de la surjectivité de l'application phi. Allez, notre problème, c'est quoi? On cherche à démontrer que l'application phi est surjective. Ça veut dire quoi une application surjective? Donc, on va prendre n'importe quel élément qui appartient à l'espace d'arrivée. Donc, on va prendre n'importe quelle forme linéaire G appartient à C0'. Donc, il existe un représentant de Riesz, un élément X appartient à L1, tel que G, la forme linéaire continue, on peut la représenter par le biais de l'application phi par un élément de L1. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Donc, G de U, quel que soit U appartient à C0, G de U
est égal à phi de x appliqué à u. Donc, est égal à sigma pour i allant de 1 jusqu'à l'infini de xi e u de i. Tel que le représentant de Riesz, la suite x appartient bien évidemment à L1. C'est une suite qui est absolument convergente. Voilà l'objectif. Est-ce que toujours une forme linéaire, ça sera de cette forme-là, avec un élément représenté x, un élément qui appartient à L1. Voilà le problème, notre problème. Allez, prenons une forme linéaire quelconque. Soit G appartient à C0', donc c'est une forme linéaire continue sur C0. Allez, on vient de démontrer quoi? N'importe, quel que soit U appartient à C0, on peut l'écrire comme étant la limite d'une suite presque nulle. Donc, U est égal à la limite quand 1 tend vers l'infini de quoi? De sigma allant de 1 jusqu'à n, de U de I, E de I. E de I, si vous voulez, c'est une base, c'est les éléments de la base une base de Schauder. Hein. Peu importe. Allez, G de U, on va remplacer U. Donc, U est égal à la limite de cette quantité-là. Allez, je peux faire sortir la limite car G est continue, forme linéaire continue. Et on peut faire sortir la somme car G est linéaire. Et puis, E de U de I, c'est des scalaires. Donc, on peut faire sortir aussi les scalaires. Et donc, à la fin, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la limite quand 1 tend vers l'infini, c'est sigma pour I allant de 1 jusqu'à n, de quoi? De U de I, des scalaires, appliqué à quoi? À G, appliqué à E de I. Et bien évidemment, ceci est vrai quel que soit un entier naturel. Très bien. Voilà. Et donc, quel que soit U appartient à C0, quelle que soit la suite U qui a noté U qui appartient à C0, donc G de U, comment je peux l'écrire? La forme des images, G de U, c'est quoi? C'est sigma pour I allant de 1 à l'infini de quoi? De G de E de I fois U de I. Donc, ça ressemble à notre application phi. Revenons à l'application phi. Voilà, xi, U de I. Allez. Où est-ce qu'on est? Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, les G de U s'écrivent de cette façon-là. Donc, on note quoi? X est égal à G de E de I pour I supérieur ou égal à 1. Voilà. Allez, l'objectif de quoi? Donc, il faut démontrer quoi? Que cet élément X appartient à L1. Donc, cette suite est absolument convergente. Donc, voilà phi, la définition de l'application phi. Donc, on note X est égal à G de E de I pour I supérieur ou égal à 1. L'objectif, c'est quoi? De démontrer que c'est un représentant qui appartient à L1. Donc, ça veut dire quoi ça? Cette suite est absolument sommable. Allez, comment démontrer ça? Voilà, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on a d'abord? G est continu. Donc, ça veut dire quoi? G est continu, forme linéaire continue. Donc, quel que soit U appartient à C0, le module de G de U est contrôlé par la norme de G dans C0', dans le dual, fois la norme de U dans C0, la norme infinie. En particulier, donc pour tous les éléments qui appartiennent à la boule unité fermée, donc la norme de U est inférieure ou égale à 1. Qu'est-ce qu'on a? On a cette majoration gratuite. Donc, quel que soit U appartient à la boule unité fermée, le module de G de U est inférieur ou égal à, ça c'est une constante par rapport à U, est inférieur ou égal à la norme de G dans le dual, dans C0'. Très bien, on a cette majoration qu'on va l'utiliser. D'abord, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que X appartient à L1. Ça veut dire quoi? Cette suite est absolument sommable. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? La suite des sons partiels est bornée. Donc, ça veut dire quoi? Il est borné, il existe une constante telle que quel que soit n appartient à grand N, sigma pour I allant de 1 jusqu'à 1 des modules de G de E de I est borné.
La suite des sons partiels est toujours croissante, donc elle est bornée, donc la suite des sons partiels est convergente. Très bien. Voilà ce qu'on doit démontrer. Allez, comment démontrer ça? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a cette majoration. Donc, quel que soit U appartient à la boule unité, ça veut dire quoi? De norme inférieure ou égale à 1. Donc, on a le module de G de U est contrôlé par une constante inférieure ou égale à la norme de G. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va tronquer les éléments de la suite U de n. Donc, on note U de 1, ça c'est une suite de suites. Donc, U de 1 jusqu'à U de n, et puis les autres, on va annuler les autres termes. Donc, bien évidemment, elle appartient à ces zéros, et la norme de U de n reste toujours inférieure ou égale à 1. Allez. Maintenant, comment faut-il choisir quoi? D'abord, on applique U de n, quel que soit U appartient à la boule unité, en particulier pour U de n. Donc, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit n appartient à grand N, le module de U de n est inférieur ou égal à la norme de G dans C0'. Très bien. Mais c'est quoi G de U de n? Où est-ce qu'on est? Voilà. G de U. L'écriture de G de U. Donc, G de U de n donc est égal le module de quoi pour I allant de... Ah, c'est pas la peine d'aller à l'infini parce que les termes de la suite sont nuls à partir de l'ordre n plus 1, donc jusqu'à l'ordre n de quoi? De G de E de I fois U de I au module, ceci inférieur ou égal à la norme de G dans C0'. Et ceci, quel que soit n, appartient à grand N, n entier. Allez. Maintenant, c'est une question de choix. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de démontrer que cette quantité est finie. Donc, comment faut-il choisir les U de I de telle sorte j'aurai ici le module? Allez, c'est simple. Donc, on va choisir U de I, donc, G de U de, plutôt, G de E de I fois U de I. Donc, on va les choisir comment? De telle sorte que ceci est égal à combien? Est égal au module de G de E de I. Ça veut dire quoi? Le module de G de E de I. Très bien. Alors, ceci implique quoi? E de I est égal quoi? Est égal le module de G de E de I sur G de E de I. Bien évidemment, on suppose si G de E de I est non nul. Et dans le cas où G de E de I est égal à 0, on va prendre U de I carrément est égal à 0. Très bien. Allez. Maintenant, dans ce cas, U de n est égal à combien? Donc, U de I est égal à combien? Donc, on va écrire ça par abus d'écriture. Hein. Ça veut dire quoi ça? Donc, d'abord, U de 1 est égal à combien? Le module de G de E de 1 sur G de E de 1. Donc, U2 est égal au module de G de E2 sur G de E2, etc. jusqu'à l'ordre n. Le module de G de E de n sur G de E de n. Et on va annuler les autres termes, 0, etc. Donc, on a écrit U de n. Donc ça, si vous voulez, entre guillemets, par abus d'écriture. Pourquoi? Si G de U, G de E de I est égal à 0, on va remplacer directement par 0. Très bien. D'abord, remarquons d'abord que U de n, quel que soit n appartient à grand N étoile, U de n appartient à 0. Donc, c'est une suite qui converge vers 0. Et puis, la norme de U de n, la norme infinie, est égale à combien? C'est égal au sub de module de quoi?
de G de E de I sur G de E de I. Voilà pour I, si vous voulez, appartient à 1 jusqu'à N. Et ceci est égal à 1. Donc, inférieur ou égal, si vous voulez, à 1, quel que soit N appartient à grand N. Ça veut dire quoi? Donc, ces éléments-là appartiennent bel et bien à la boule unité. Et puis, on va remplacer ici. Puisqu'il appartient à la boule unité, on a cette majoration gratuite. Donc, on va remplacer U par, en particulier, pour U de N, pour la suite de suite, U de N. Donc, on va remplacer U de I par ces valeurs-là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, je répète, qu'est-ce qu'on a? On a quel que soit U de composante quoi? Ou bien on va remplacer directement les U de I par la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le module de sigma de quoi? De G de E de I par quoi? Ici, par U de I. Donc, ça veut dire quoi? Par le module de G de E de I sur G de E de I. Pour I allant de 1 jusqu'à N, et ceci, quel que soit N, appartient à grand N. On a cette quantité est toujours contrôlée par une constante par rapport à E de I. Donc, une constante, donc le module de G dans C0'. Très bien. Toujours, je répète, on a ça, c'est par abus d'écriture. Toujours, je répète, si G de E de I est égal à 0, on va remplacer dans la 100 par 0. Pour certains indices I. Allez, je simplifie, et donc, qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit N appartient à grand N, le module de quoi? De G de E de I est inférieur ou égal à quoi? À la norme de G dans C0' pour I allant de 1 jusqu'à N. Quel que soit N, et en particulier, bien évidemment, pour N tend vers l'infini, et donc on a ça à l'infini. Et ceci, c'est quoi? Ceci, c'est la norme de X dans L1. Donc, X, c'est quoi? C'est G de E de I. Pour I supérieur ou égal à 1, si vous voulez. Donc, on a démontré qu'il existe un représentant, voilà. Il existe un représentant X qui appartient à L1. Donc, pour chaque forme linéaire continue, je peux l'écrire comme étant sigma, ça voilà, le représentant de risque, si vous voulez, appartient à L1. Et donc, phi est surjectif. Très bien. Allez. Allez, on vient de démontrer que phi, on a d'abord construit une application phi qui est linéaire continue. On a démontré que phi est une isométrie, conserve les normes, et à la fin, on a démontré que phi est surjectif. Et donc, les deux espaces sont isométriquement isomorphes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le dual de C0 est isométriquement isomorphe à petit l1 à l'espace des suites absolument sommables. Voilà.